Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette dernière journée du Festival de géopolitique de Grenoble, organisé par GEM, Grenoble École de Management, et auquel l'APHG, l'Association des professeurs d'histoire-géographie, a le plaisir d'être associée en tant que partenaire scientifique. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir d'animer la conférence d'aujourd'hui, une conférence qui vous est présentée par Pascal Orsier, professeur agrégé de géographie en poste au lycée de la Seine-sur-Mer, le lycée Bossier. Donc quelques mots juste sur la PAG pour vous rappeler que c'est une association qui regroupe à l'échelle nationale les professeurs d'histoire-géographie et qui se charge d'animer le débat sur nos disciplines, d'être aussi porte-parole des historiens et des géographes auprès du ministère dans le cadre de la négociation sur les programmes, sur éventuellement la formation continue, et donc qui a pour but de vous représenter et d'offrir éventuellement quelques espaces de discussion dont cette conférence va donc faire partie. Alors, Pascal Orsier, dont j'ai introduit quelques éléments de biographie, eh bien, est un peu plus que cela, puisqu'il est aussi cartographe indépendant, cartographie éditoriale, et contribue à ce titre à de nombreux ouvrages, de nombreuses collections, donc des manuels chez Magnard, chez Hatier, également à la documentation photographique. Donc vous retrouverez ces cartes dans de nombreux supports, des cartes très pédagogiques et très exploitables en situation d'enseignement, mais également des cartes grand public qui donnent à voir les enjeux géopolitiques du monde contemporain. Et plus particulièrement sur les thématiques qui sont proches d'aujourd'hui, en géopolitique, vous avez publié un atlas du Moyen-Orient chez Atlante tout récemment. Quant à l'Europe à proprement parler, contributeur à la Fondation Robert Schuman, un organisme de réflexion sur les questions de géopolitique européenne, et spécialiste, dans le cadre de vos travaux de thèse, des États baltes, plus particulièrement de la Lettonie. Alors justement, je pense que c'est intéressant de se focaliser sur ces États, puisque la question balte, ces trois petits États du nord de l'Union européenne, sont par excellence des États de l'entre-deux, des États qui étaient dans l'ex-URSS jusqu'à la chute du mur après 1990 et qui ont basculé depuis 2004 dans la polarité opposée, puisqu'ils sont membres à part entière de l'Union européenne depuis 2004. Ils illustrent à ce titre vraiment un basculement d'ordre géopolitique de l'Est vers l'Ouest, une intégration certes, mais avec encore un certain nombre d'écarts. Et la conférence de ce matin porte précisément là-dessus, dans ces relations Est-Ouest, quelles sont finalement les nouvelles incompréhensions qui peuvent se faire jour dans ce processus. Donc merci beaucoup par avance pour cette conférence. On va travailler sur une quarantaine de minutes et on laissera bien sûr l'espace nécessaire pour vos questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Alors évidemment, je ne vais pas parler que des pays baltes, bien sûr, je vous rassure. J'ai choisi comme thème de cette conférence, c'est les nouvelles incompréhensions Est-Ouest, partant justement du constat, d'une part qu'il y en a, d'autre part que certaines sont anciennes, mais qu'au fil du temps, alors qu'on aurait pu penser que les choses allaient se décanter, eh bien, on peut constater un certain nombre de crispations, et ceci à l'échelle de l'Europe orientale dans son ensemble. Tout d'abord, sur cette notion d'Est et d'Ouest, sont toujours assez malcommodes en raison du poids historique qui est associé à ces appellations, et puis surtout, certaines imprécisions dans la délimitation exacte de ces deux aires supposées du continent européen. De quoi parle-t-on quand on parle d'Est de l'Europe aujourd'hui? Est-ce que l'on parle des États qui sont situés en dehors de l'Union européenne et qui sont restés dans la sphère d'influence russe? Est-ce qu'on parle des États du bloc européen qui ont rejoint l'Union depuis 2004, mais qui sont en phase toujours de rattrapage et qui tardent à trouver une place qui les satisfasse dans cette Union à 28 encore? Et en même temps, réfléchir sur les moteurs, ou plutôt les facteurs qui interviennent dans l'entretien de ces incompréhensions. Elles ne datent pas d'hier. Lorsque j'étais en Lettonie, entre 2003 et 2005, au moment précisément du grand élargissement, on avait déjà pressenti certaines incompréhensions sur le plan des mémoires notamment, puisque dans le récit européen communautaire véhiculé par l'Ouest, on n'a pas encore intégré véritablement ces mémoires douloureuses de l'Est du continent, un Est dans lequel la figure du XXe siècle, qui est considérée comme le diable incarné, ce n'est pas forcément Hitler, c'est encore très souvent Staline, pour des raisons évidemment spécifiques à chacun de ces États.
En Lettonie, justement, en particulier, on disait oui, certes, Hitler a fait beaucoup de dégâts, mais l'occupation allemande n'a duré que 4 ans. L'occupation soviétique a duré plus de 50 ans. Donc ils ont une approche évidemment sur le plan de la temporalité et puis sur le plan numérique, hein, c'est de dire Staline a déporté plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de Lettons. Donc ils sont dans cette approche, ils étaient encore en tout cas à cette époque dans cette approche de comparaison entre les deux. Alors ce n'est qu'un aspect. Alors je voulais développer mon propos en 2 temps. Tout d'abord pour aborder évidemment la question des différends entre l'Union européenne d'une part, la Russie d'autre part, donc une échelle grande Europe en quelque sorte, des perceptions qui divergent, des différends qui s'accumulent. Voilà un petit peu la thématique et je voulais repartir pour commencer puisque je vais m'appuyer sur un certain nombre de cartes. Alors mes cartes circulent pas mal depuis quelques jours, je vois, dans les interventions. Donc c'est leur but, hein, de toute façon, une carte circule plus facilement grâce à ça. Sur une carte réalisée à partir d'une enquête sur la menace supposée. Dans toute cartographie, il y a toujours une part de représentation, et précisément, ces représentations ne sont pas la réalité, mais donnent une petite idée un petit peu des différences qui peuvent exister à l'échelle du continent. Lorsque l'on demande aux Européens de différents États, qu'est-ce qui ou qui représenterait, je reste au conditionnel, la plus grande menace pour la sécurité de leur pays, eh bien les réponses ne sont pas les mêmes. On n'a pas identifié exactement un ennemi commun. Alors officiellement, l'Union européenne n'a pas d'ennemi. Toutefois, il existe des menaces. Hein, dans la rhétorique, je dirais, post-guerre froide, on n'a plus d'ennemis, mais il y a des menaces diffuses. Et selon les contextes, selon les périodes, eh bien, elle va être incarnée par un État, par une personne, par un groupe. Et on voit tout de suite sur cette représentation qu'il y a 3 grandes menaces supposées, incarnées par des réalités différentes. Alors, nous sommes en Europe de l'Ouest focalisés sur la menace islamiste, qui a été d'abord les talibans, Al-Qaïda, Daesh, mais qui disparaît. Alors, est-ce que si l'on faisait une enquête aujourd'hui, on obtiendrait exactement les mêmes résultats? On a au contraire, à l'opposé, une Europe orientale autour de la Russie pour qui les États-Unis représentent la principale menace. On est un petit peu sur l'entretien des représentations du choc des civilisations version Huntington, avec 2 aires de puissance distinctes, et évidemment, à la charnière, on aurait un certain nombre de contentieux. Et entre les deux, donc ce fameux entre-deux qu'est l'Europe centrale et orientale, eh bien, un ennemi, en tout cas, ou une menace incarnée par la Russie, qui s'appuie là aussi sur l'histoire du XXe siècle, encore très présente dans les sociétés, entretenue évidemment par des éléments de la politique étrangère russe depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Et donc on a une série d'États, donc depuis la Finlande et la Suède jusqu'aux rives de la mer Noire, pour qui aujourd'hui encore, eh bien, c'est la Russie la principale menace. Ça s'appuie évidemment sur l'histoire, ça s'appuie sur des faits. Il y a eu la guerre en Géorgie en 2008, il y a eu la crise, la déstabilisation de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée en 2014. Et puis il y a eu tout un tas de petits éléments dont on ne parle pas forcément aux actualités en France, mais des violations répétées des espaces aériens même d'États qui sont neutres sur le plan militaire. Donc les Suédois ont eu quelques frayeurs de voir des avions russes survoler leurs eaux territoriales et l'île de Gotland au milieu de la Baltique. Donc ce sont de petits éléments. Il y a eu des manœuvres militaires qui ont été organisées avec la Russie et la Biélorussie, juste à quelques dizaines de kilomètres des frontières orientales. Là aussi, c'est très symbolique, mais c'est aussi symptomatique de ces crispations répétées. Une autre enquête que je voulais, en tout cas dont est issue la carte présente, on se place d'un autre point de vue, on se place du point de vue de la Russie et des États d'Europe centrale et orientale. Et ici, la question posée, c'était en 2016, c'était si, selon vous, l'OTAN représente plutôt une menace ou plutôt une protection. Et vous voyez que là aussi, on a une nette ligne de fracture entre les États qui font partie de l'OTAN en Europe orientale, ceux qui n'en font pas partie, et éventuellement des États qui seraient candidats dans le Caucase ou dans les Balkans. Alors, entre-temps, le Monténégro est devenu adhérent, mais vous voyez sur cette carte, dans l'enquête d'opinion, une majorité de l'opinion était contre. Donc là aussi, une organisation qui a été plusieurs fois critiquée et remise en cause par rapport à sa justification, là aussi, elle ne fait pas l'unanimité selon les États, et
tantôt perçu comme une menace, tantôt comme une présence. Le fait est qu'en Europe orientale, l'OTAN a déployé un certain nombre d'unités et de matériel dans le cadre de la surveillance aérienne du ciel européen et l'installation de différents radars, alors souvent à la demande des États concernés, que ce soit la Pologne ou la Roumanie ou les États baltes, précisément en raison de la dissymétrie qui existe de part et d'autre de leurs frontières avec la Russie ou avec la Biélorussie, précisément des forces militaires en présence. On a donc la Russie qui reste une puissance militaire, disposant de l'arme atomique, mais aussi d'une importante armée, d'importants matériels, et puis des armées nationales qui, évidemment, en cas d'attaque, ne feraient pas le poids seules, et donc, là aussi, essayent de mobiliser, en tout cas, on utilise l'Alliance pour, justement, essayer de convaincre leurs alliés à l'Ouest de l'existence d'une menace. Donc, évidemment, cette rhétorique s'appuie sur une part de fantasme, je le rappelle, mais en même temps, il y a des réalités. Il y a une autre réalité, mais qui ne se voit pas ici sur la carte, c'est l'augmentation des dépenses militaires, par effet domino en quelque sorte. La Russie augmente les siennes, du coup ses voisins veulent se mettre à niveau et donc vont développer également leurs propres armées. La crise ukrainienne, là aussi, a été un élément détonateur, puisque ça a accéléré un mouvement qui avait été amorcé déjà au milieu des années 2000 et qui s'est amplifié. En tout cas, les dépenses militaires sont toujours les plus fortes à l'échelle du continent dans cette région. Alors, j'ai sélectionné quelques points de friction précisément entre Union européenne et Russie. Alors, certaines choses qui commencent un petit peu à dater, mais qui restent présentes et qui restent toujours parmi les contentieux entre l'Union européenne et la Russie. La première affaire, ça a été l'affaire du Kosovo en 2008, avec, on le voit sur la carte là aussi, une nette division à l'échelle du continent entre des États qui ont fait le choix de reconnaître le Kosovo comme un État indépendant, estimant que cela contribuait à mettre fin au conflit, à abaisser la tension dans la région, et au contraire des États qui considèrent que cette indépendance ne s'est pas faite selon les règles, et qu'elle a été réalisée de manière unilatérale et qu'à ce titre, elle serait illégale. Et c'est intéressant de constater qu'à l'échelle même de l'Union européenne, cette question a soulevé des questions, puisque tous les États, les 28, n'ont pas également reconnu cet acte, notamment l'Espagne, la Slovaquie, la Grèce, pour des raisons internes, soit solidarité, pour ce qui est de la Grèce, solidarité avec les frères, les cousins serbes, ou dans le cas de l'Espagne, du fait de l'existence en Espagne de forces centrifuges. On pense évidemment aux Catalans, on pense aux Basques. Comment l'Espagne pourrait reconnaître l'indépendance d'un petit État des Balkans de quelques centaines de milliers d'habitants et refuser aux Catalans, qui sont beaucoup plus nombreux, cette même indépendance. Donc ici, ce sont davantage des facteurs internes. Et évidemment, je dirais, l'affaire du Kosovo revient régulièrement à chaque fois que l'on va critiquer l'action de la Russie, que ce soit dans le Caucase, que ce soit en Ukraine, les Russes gardent ça sous la main à chaque fois pour rappeler que, là aussi, les choses ne se sont pas faites comme ils l'auraient souhaité. Une deuxième carte, c'est la crise syrienne, sur la droite, ici. Là aussi, dès le début, c'est difficile de dire le début, on était déjà en 2013, lorsqu'à l'ONU, un vote a été opéré pour décider d'éventuelles frappes aériennes contre le régime syrien. On a vu l'Europe, dans sa grande majorité, y compris les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne et de l'OTAN, approuver le principe de frappes aériennes. Quelques États se sont abstenus, en tout cas ne s'y opposaient pas, je pense à l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Et sur cette affaire, évidemment, la Russie s'est trouvée un petit peu, alors dire que la Russie est isolée, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas, s'est trouvée en minorité à l'échelle du continent et a montré que là aussi, il y avait divergence complète de point de vue entre les deux partenaires. La troisième ici, c'est évidemment, parce que ça touche à la Russie, la crise ukrainienne, 2014. Donc déstabilisation, annexion de la Crimée, déstabilisation de l'Est de l'Ukraine, et jusqu'à ces derniers mois, vous l'avez sans doute suivi, ce qui se passe en mer d'Azov, avec justement la capture de 2 navires de guerre ukrainiens au niveau du détroit de Kertch, et qui ont entraîné une hausse des tensions et la mise en place un petit peu d'une espèce de filet de sécurité à l'ONU pour essayer de lancer un processus de désescalade entre les deux États. Et on a vu à ce moment-là aussi une solidarité européenne à l'égard de l'Ukraine, donc qui n'est actuellement ni membre ni candidate. Solidarité, je dirais, qui n'a
tout cas pas failli dans cette affaire-là, puisque des sanctions ont été prises ou renforcées à l'encontre de la Russie ou de responsables séparatistes ukrainiens. Des États qui sont également candidats à l'Union européenne se sont alignés au niveau de leur politique étrangère. Je pense au Monténégro, je pense à l'Albanie, ou des États traditionnellement alliés comme l'Islande ou la Norvège, sur le plan diplomatique, ont suivi. Notez également que l'affaire Skripal en Grande-Bretagne, donc cette affaire de tentative d'assassinat d'un ex-espion russe en Grande-Bretagne, là aussi, a mobilisé, en tout cas a traduit une forme de solidarité européenne, alors qu'on est en période de Brexit. On aurait pu penser que la Grande-Bretagne, confrontée à des problèmes, ses partenaires européens auraient pu ne pas en tenir compte. Eh bien non, il y a eu une solidarité et qui s'est traduite par l'expulsion symbolique d'un certain nombre de diplomates. Alors il y en a une soixantaine en tout dans le monde, principalement en Europe, expulsion de diplomates russes à ce moment-là. Et je voulais terminer également, toujours sur une divergence, mais cette fois-ci sur le plan plutôt de la société et de la politique interne. Si l'on regarde les données du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, donc instance supranationale à l'échelle du continent européen, dont fait partie la Russie, dont fait partie la Turquie, eh bien, l'ensemble des condamnations prononcées en 2017, donc je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est la Russie qui arrive en premier lieu, suivie de la Turquie. Traduction, évidemment, là aussi, d'une interprétation différenciée de ce qu'est, de ce que devrait être la démocratie, de ce qu'est, de ce que devraient être les droits de l'homme, sans doute. Donc, une opposition qui se traduit à différents niveaux, niveau politique, niveau social, au niveau du fonctionnement, au niveau des institutions. Et là aussi, je dirais, alors les chiffres 2018 ne sont pas encore disponibles, mais on peut supposer qu'il n'y a pas eu de grande différence par rapport à ce qui vous est présenté ici. Alors, comment expliquer ces différences-là? Alors, plusieurs facteurs sont très souvent avancés. Concernant tout d'abord, je dirais, la différenciation. Je voudrais m'intéresser maintenant plus précisément à la différenciation interne à l'Union européenne entre pays dits d'Europe centrale et orientale et pays de l'Ouest. Dans les années 90 et même les années 2000, on était sur l'idée d'un retour à l'Europe dans ces pays dont ils avaient été arrachés par l'histoire pendant une cinquantaine d'années. Et on pensait que l'unification politique du continent via l'Union européenne allait permettre d'une part, effectuer un rééquilibrage entre États, diffuser les valeurs occidentales, diffuser l'économie de marché, diffuser la prospérité à l'échelle du continent. En tout cas, ça a été un puissant moteur en faveur de l'adhésion dans les États concernés, et également un important vecteur de réforme dans ces États. Adopter la législation européenne, s'intégrer, ce qui voulait dire donc non seulement mener à son terme le processus de négociation, processus d'adhésion, et puis ensuite intégrer les différentes structures communautaires, espace Schengen, zone euro, autres mécanismes internes, eh bien, cela a eu des limites, puisque je dirais que certes, il y a eu en partie un rattrapage économique, c'est une réalité. Les pays de l'Est se sont enrichis, se sont développés, ont lancé de grands projets d'infrastructures. Si l'on compare les deux cartes réalisées à partir de données Eurostat sur le PIB par habitant à l'échelle des régions NUTS, entre 2005 et 2015, vous le voyez sur la carte, il y a eu, c'est quand même assez net, une diffusion là aussi d'une forme de prospérité, en tout cas d'après les chiffres, qui s'est diffusée à l'échelle du continent. Donc un rééquilibrage qui a été engagé. On voit néanmoins que 10 ans plus tard, il y a toujours d'importants écarts entre les régions orientales et les régions occidentales. Alors là aussi, par rapport à ce qui avait été annoncé, promis, sans doute qu'on n'avait pas évalué la longueur, la lenteur du processus de rattrapage. Sans doute que ce rattrapage, s'il s'est fait de manière fortement différenciée régionalement. On peut voir sur les cartes généralement, alors c'est assez évident, c'est assez présent, que les principales régions qui ont bénéficié de cet effet d'aubaine, de rattrapage, sont soit d'une part les régions frontalières avec l'ex-Europe de l'Ouest, soit les régions abritant les capitales nationales et qui ont capté l'essentiel des capitaux, des aides, des investisseurs étrangers, et qui se sont développées. Et
cela a contribué là aussi à creuser les écarts entre la région de la capitale, on le voit très bien à l'échelle de la Roumanie, on le voit aussi à l'échelle de la Pologne, de la Hongrie, un petit peu de la Bulgarie, donc, et le reste du territoire qui s'est senti pour le coup un petit peu laissé pour compte de cette transition, alors même que ces territoires et ces États ont fait des efforts considérables, des sacrifices considérables. Il faut savoir que les négociations d'adhésion, ça mobilise des énergies faramineuses de la part des administrations centrales qu'il faut en partie renforcer. Ce sont aussi des sacrifices économiques, des pans entiers des industries qui sont sacrifiés au nom des règles communautaires, au nom des règles de sécurité. Je rappelle que, par exemple, l'Union européenne a exigé la fermeture de certaines centrales nucléaires, notamment celle d'Ignalina en Lituanie, alors même qu'elle assurait non seulement l'autosuffisance énergétique du pays, mais également celle de l'ensemble de la région, et qu'une fois la centrale fermée, elle s'est trouvée dans l'obligation d'importer du gaz, du charbon et du pétrole, de Russie, mais pas que, donc à renoncer à son indépendance énergétique au profit justement d'une dépendance accrue à d'autres fournisseurs. C'est aussi, à travers ces augmentations, ce qui se cache, ce sont d'importants mouvements de population, puisqu'évidemment la localisation des emplois a été complètement modifiée par rapport à ce qui existait, la fermeture des usines d'un côté, ouverture d'autres dans d'autres régions ou à l'extérieur, je vais y revenir, d'importants mouvements de population qui là aussi ont modifié les équilibres qui existaient et déstabilisé en partie les sociétés à l'échelle des États. On peut donc s'interroger sur le caractère incomplet de cette européanisation, qui était présentée comme la diffusion du modèle occidental. Or, sans doute, en Europe de l'Ouest, nous avions sous-estimé la prise en compte nécessaire des valeurs, des représentations qui sont toujours à l'œuvre en Europe orientale. Je vous ai dit, ils ont fait de gros sacrifices, de grands renoncements. Une fois qu'ils ont été dedans, ils se sont dit, maintenant, on va peut-être pouvoir faire entendre notre voix. Mais ils se sont trouvés confrontés à d'autres difficultés, notamment le mode de fonctionnement de l'Union européenne, avec notamment l'extension de la majorité qualifiée qui s'est imposée à l'issue des réformes des traités, où justement, où il faut tenir compte non seulement de la majorité des États membres, mais en même temps des populations. Et de ce fait, des pays de taille modeste, avec des volumes de population plus réduits, ne peuvent pas, en tout cas, faire valoir leurs droits comme ils le souhaiteraient. Et ça a généré évidemment d'importantes frustrations. Donc, ils savourent d'un côté cette liberté retrouvée, mais en même temps se rendent compte qu'ils ne fonctionnent pas sur la même matrice au niveau politique à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale. Donc ce qui peut marcher à l'échelle nationale ne peut pas fonctionner dès lors qu'on a d'autres partenaires avec cela. Une européanisation incomplète, alors malgré des progrès réalisés, là aussi dans la diffusion des règles, des normes, il existe toujours des facteurs de résistance qui sont inhérents à ces sociétés, héritage vraisemblablement de culture, c'est beaucoup dire, mais héritage des pratiques politiques de la seconde moitié du XXe siècle, où la démocratie, on voit un petit peu à quoi ça ressemble, mais pour autant, on n'a pas adopté l'ensemble du fonctionnement démocratique. L'idée de débat public, alors notre grand débat national qui arrive à son terme, un grand débat de ce type, serait-il possible? Serait-il mené de façon sereine? C'est plus difficile à envisager. Et en même temps, je dirais, là aussi, la notion et la forme de l'opposition ne correspond pas non plus à ce qui existe dans nos États de l'Ouest, dans le sens où très souvent, dès lors qu'on est dans l'opposition, on va être stigmatisé, présenté comme éventuellement un ennemi pour la nation. Ça, c'est très vrai en Russie en particulier, mais on trouve un petit peu cette idée dans un certain nombre d'États est-européens. Si je me fie justement à des enquêtes et des données qui ont été réalisées, notamment en matière de démocratie, mesurer la démocratie, l'indice de démocratie, alors certes elle a progressé, alors je ne vous ai pas mis la carte que j'avais réalisée pour les années 2000-2005, mais il y a eu de nets progrès en Europe centrale et orientale, y compris sur le plan de la lutte contre la corruption, un certain nombre de lois qui ont été menées. Donc même si là aussi il existe encore des pratiques, des entraves, des mises en garde régulières à l'égard des fonctionnements de ces démocraties, on voit qu'il y a eu ces progrès, mais pour autant, la Roumanie n'est pas devenue du jour au lendemain le Danemark ou la Suède en matière de transparence ou de fonctionnement démocratique.
là aussi, ce n'est pas une surprise en quelque sorte, mais des processus de transformation interne prennent beaucoup plus de temps que les processus techniques ou que la simple volonté politique. Ça ne s'impose pas, dire demain on n'est plus corrompu, non, ça ne marche pas comme ça. En même temps, l'adhésion a représenté un choc sur le plan culturel, puisqu'il a confronté des sociétés qui ont été longtemps cloisonnées, enfermées par le rideau de fer et par les frontières nationales, avec une mondialisation qui s'est accélérée, qui a pris différents visages, et puis surtout, les flux qui ont été générés par cette mondialisation ont là aussi bousculé un petit peu les certitudes qui étaient présentes. Alors, je voulais attirer votre attention sur deux types de flux. Il y a eu, alors, début des années 2000, un petit peu des fantasmes autour des plombiers polonais. Si certains d'entre vous s'en souviennent, on nous annonçait en 2004 l'arrivée massive de plombiers polonais qui viendraient voler les emplois de nos plombiers français. Bon. En réalité, alors, les flux, ils ont eu lieu, certes, mais ils n'ont pas pris les directions forcément attendues. Le principal pays d'accueil était la Grande-Bretagne, un des rares en Europe à avoir maintenu ouvert son accès au marché du travail pour les travailleurs de l'Europe centrale et orientale. Donc il y a eu des départs massifs, c'est vrai, mais très souvent, pour les pays de départ, ça a constitué une véritable hémorragie, puisqu'il y a eu un phénomène de fuite des cerveaux. Ça, c'est vrai, comparaison des salaires au niveau des médecins en particulier, du personnel médical, personnel d'enseignement, tel écart de salaire qu'en effet, dès lors qu'on en avait la possibilité, la tentation était grande pour un médecin estonien de partir travailler dans un hôpital en Finlande, pour un enseignant spécialisé à l'université en Lettonie de partir en Allemagne ou au Danemark. Ce qui fait que, eh bien, localement, les pays ont été privés d'une partie de leurs forces vives, aussi bien forces de travail, mais aussi leurs élites, dans le sens où justement ceux qui auraient pu contribuer à la transformation du pays ont préféré partir, et que du coup le pays s'est trouvé exsangue, ou en tout cas livré un petit peu à lui-même, ou avec les personnels qui sont restés. Mais souvent, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers, sans faire de généralisation bien sûr, mais il y a eu un petit peu cet état d'esprit. Et puis surtout, ça a créé un manque dans les états de départ, puisque ces départs de main-d'œuvre n'ont pas été compensés. On a dû faire appel en partie à une main-d'œuvre immigrée. Alors ça a suscité pas mal de débats. En Lettonie, il y avait encore le traumatisme de la tentative de soviétisation menée à partir des années 50, avec des arrivées massives de colons, comme ça qu'on les appelait, russes ou biélorusses ou ukrainiens. Donc il y avait une certaine frilosité à engager des travailleurs. Donc ils ont voulu encadrer ça de manière très très stricte, uniquement des contrats à durée déterminée, ne donnant pas droit à des droits à la nationalité par la suite, et en contingentant évidemment tout cela. Et évidemment, les étrangers ont pu passer là aussi dans des sociétés où ils étaient peu nombreux, là aussi comme des figures stigmatisant les méfaits de la mondialisation ou les impacts jugés négativement de l'intégration européenne. La crise des migrants de 2015-2016 a accentué le phénomène. On a vu des phénomènes de xénophobie revenir à l'ordre du jour. En Europe centrale, sur cet espace de transit entre la Méditerranée et l'Europe du Nord, qui était la destination principale des migrants. Donc des phénomènes de retour des frontières qui avaient été progressivement abaissés avec l'entrée dans l'espace Schengen, la reconstruction de clôtures à des endroits où elles avaient été retirées 10 ans plus tôt, en quelque sorte, autour de la Hongrie, également une clôture qui a été érigée entre la Grèce et la Macédoine. C'est la Macédoine qui a construit aussi. Et puis dans les pays baltes, là aussi, des clôtures qui sont revenues en force à la frontière orientale à partir de 2017 en Lettonie, en Estonie et en Lituanie. Ce choc de l'ouverture avec l'étranger s'appuie précisément sur des sociétés qui connaissent depuis une trentaine d'années un déclin démographique accentué, qui peut atteindre plus de 20%
dans certains cas, 20% de la population en moins en l'espace de 30 ans, donc qui crée une saignée démographique. Ceux qui partent sont souvent les plus jeunes en plus, mais surtout localement, la démographie, plutôt la natalité s'était effondrée déjà à la fin des années 80, et évidemment, cela donne 20 ans plus tard un déficit des naissances accru, et on observe là toujours un décalage entre l'Est et l'Ouest du continent. L'Ouest résiste mieux, en tout cas, à la dénatalité, alors que l'Ouest a été très touché. C'est encore plus vrai si on passe à l'échelle régionale. Certaines régions plutôt rurales ont été plus touchées, mais si on devait prendre les 3 pays les plus touchés par le phénomène, on aurait l'Ukraine, la Pologne et puis l'Estonie. Et précisément, dans un contexte donc de déclin démographique, de départ des populations, eh bien, ça nourrit un petit peu toutes les craintes autour du dépeuplement, mais avec précisément cette idée d'affaiblissement de la nation, une nation qui disparaît ou qui se dilue en quelque sorte dans cette Europe. Et en même temps, eh bien, la remontée de craintes d'ordre identitaire. Allons-nous disparaître? Allons-nous être remplacés? Et craintes qui expliquent sans doute eh bien, le retour des mouvements nationalistes, des mouvements traditionnalistes, et qui ont accompagné justement la mise en place de gouvernements associés à ces idéaux, que ce soit en Pologne, en République tchèque ou en Hongrie. Cette incompréhension qui est liée au différentiel démographique, on n'en a pas forcément conscience en France, mais évidemment c'est un véritable problème pour le maintien des systèmes sociétaux locaux. On a des villages qui se dépeuplent, qui sont menacés, des campagnes qui se vident, et des villes même qui rétrécissent. Alors il y a une thématique d'étude il y a quelques années sur les villes rétrécissantes, c'était au centre Marc Bloch à Berlin, précisément parce que comment faire fonctionner des villes alors même que leur population diminue et que la masse critique pour laquelle elles ont été conçues eh bien, ne peut plus fonctionner comme telle. Comment est-ce qu'on adapte les réseaux? Comment on fait en sorte que le foncier se maintienne alors que l'offre en appartements, en logement augmente et donc tire les prix à la baisse? Comment rendre ces territoires à nouveau attractifs alors même que les fonds européens sont censés contribuer à redonner de l'attractivité aux régions qui en ont le plus besoin, principalement à l'est et au sud du continent. Et ce décalage démographique, là aussi sans doute, est une matrice au retour justement de ces phénomènes de repli identitaire, au retour des valeurs traditionnelles et au retour justement de formations politiques plutôt jugées, qualifiées de populistes. On pourrait justement à ce titre voir un petit peu, faire une lecture de cette carte, alors qui a été construite, c'est un indice qui a été réalisé par un organisme qui défend les droits LGBT, pour justement essayer de montrer à l'échelle de l'Europe quels sont les États les plus ouverts, les plus tolérants, et au contraire les plus fermés. Et justement, elle est assez claire dans le sens où on voit très facilement le gradient qui existe entre l'Est et l'Ouest, donc par rapport aux droits des personnes homosexuelles, entre autres, et sur justement le degré de tolérance de ces sociétés à l'ouverture, donc là aussi, qui s'est faite progressivement pour certains États, qui est très incomplète encore, voire totalement absente, la Russie et l'Azerbaïdjan étant les États ici qualifiés des plus fermés, en tout cas sur le plan de la législation et des évolutions des mentalités. Tout ça pour dire qu'évidemment, il y a d'un côté les processus politiques, la diffusion, l'européanisation, mais qu'évidemment le temps des sociétés est beaucoup plus long, beaucoup plus lent, et rencontre davantage de résistance et est aussi source d'incompréhension. La traduction, c'est évidemment, j'en ai déjà parlé, le regain du nationalisme, des populismes, alors toujours à manipuler avec beaucoup de précautions. Qu'est-ce qui doit être qualifié de populiste? Sur la carte, on avait indiqué une définition autour des thèmes qui étaient mis en avant par ces mouvements. Eh bien, simplement, la lecture n'est pas aussi simple, puisqu'évidemment, en raison des modes d'élection différenciés d'un État à l'autre, en raison là aussi des différences de perception, en raison des différences d'enjeux des différentes élections, l'élection présidentielle n'est pas toujours la même importance selon les contextes nationaux, on a vu une montée générale de ces mouvements en Europe centrale, principalement, moins en Europe orientale, mais également, vous le voyez sur la carte, que l'Europe du Sud, qui a été plus violemment touchée par la crise depuis 2008,
là aussi, a connu une montée de ces mouvements, l'Italie, la Grèce. L'Espagne, pour l'instant, est encore à l'écart, mais pour combien de temps? Et je dirais, elle est tiraillée d'autres tensions, plus liées aux montées des régionalismes. Et simplement, c'est un phénomène que l'on a vu monter, qu'on a commencé à étudier au début des années 2010, qui s'est fortement accru. Il y a donc certaines de ces formations qui participent directement au mouvement, qui traduisent à la fois, je dirais, les frustrations à l'égard de l'incomplétude de cette européanisation qui avait été vendue en quelque sorte comme telle. Tous les États n'ont pas atteint, n'ont pas rattrapé le niveau de vie de l'Europe de l'Ouest. La situation ne s'est pas améliorée pour tout le monde. Et puis surtout, il y a toujours des blocages de la part de l'Ouest. Alors, par exemple, la Bulgarie et la Roumanie auraient dû rejoindre l'espace Schengen depuis longtemps, depuis au moins 2007, 2009. Simplement, pour différentes raisons, alors que techniquement, elles sont intégrées, elles ont accès à la base Schengen, elles contrôlent leurs frontières, qu'elles ont renforcées, elles ont développé la coopération policière, le marché du travail s'est ouvert, donc les travailleurs bulgares, roumains peuvent venir travailler en Europe de l'Ouest sans difficulté, et pourtant, eh bien, ces deux États restent encore dans l'antichambre de l'espace Schengen. Là aussi, c'est perçu comme une frustration, comme quelque chose aussi de, on va dire, qui n'est pas normal, mais dans le sens où, par rapport au respect des règles, ils estiment qu'ils ont rempli leur part du travail. Donc tout ça, eh bien, ça alimente les frustrations, ça alimente les incompréhensions. Et puis ça donne le sentiment d'être des citoyens européens de seconde zone, donc de ne pas être écoutés, de ne pas être pris en considération. Et c'est toujours assez délicat, en tout cas tel qu'on peut le percevoir dans les enquêtes d'opinion, tel qu'on peut le percevoir à travers les conversations, le sentiment que finalement, on n'est pas pris en compte et puis qu'on n'est pas forcément les bienvenus. On a pu entrer dans l'Union européenne, mais que finalement, bon, peut-être que ça ne s'est fait que par défaut. Question de perception, là aussi. Et je voudrais achever justement sur eh bien, une dernière carte. En guise de conclusion, étant donné que l'Allemagne occupe une position charnière à l'échelle de l'Union européenne et qu'elle a été, elle aussi, un laboratoire de la réunification du continent, eh bien précisément, est-ce que, en observant de plus près ce qui se passe en Allemagne, on ne peut pas mieux comprendre les attentes, les déceptions, les espoirs de ce qui était encore, il y a 30 ans, l'Europe de l'Est? Lorsqu'on regarde les résultats de l'AfD, donc le parti le parti populiste qui a fortement monté ces dernières années, eh bien on voit qu'il a un ancrage essentiellement à l'Est, dans les Länder qui se sont formés à l'issue de la réunification. Donc des scores très élevés, alors que le phénomène est encore relativement faible dans le reste de l'Allemagne. Eh bien justement, se demander si la réunification allemande, telle qu'elle a été effectuée, là aussi, en reléguant un petit peu les mémoires, les passés de l'ex-RDA, eh bien, n'est pas une caisse de résonance de cette Europe réunifiée, qui veut continuer à s'élargir, mais qui tarde à adopter des positions communes, une mémoire commune, évidemment, chose difficile, très délicate, qui prend en considération l'intérêt collectif plutôt que les intérêts nationaux. Et pourtant, c'est un pays dont nous sommes très proches et nous sommes très, très imbriqués avec l'Allemagne sur le plan politique et économique. Un pays finalement qui se dissocie aussi de la France, hein, les écarts qui ont augmenté, écarts de compétitivité, les intérêts qui commencent un petit peu à diverger, des forces économiques qui ne sont plus les mêmes, des capacités financières, des capacités d'innovation qui s'éloignent. Est-ce que, à travers ces incompréhensions, on ne voit pas aussi émerger une hausse des incompréhensions entre la France et l'Allemagne? En tout cas, c'est une hypothèse que j'aimais et que je voulais vous soumettre en guise de conclusion. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Pascal Orsier, notamment pour ce croisement, je pense, assez fructueux entre des facteurs structurels qui ont été soulignés, je pense, avec force. On oublie peut-être trop souvent le fond démographique fondamental de ces territoires, les effets de rattrapage économique, mais aussi la question des représentations et des ressentis qui ont été ici mis côte à côte pour nourrir peut-être nos interrogations.
Nous avons donc un instant d'échange. Je vais prendre plusieurs questions à la fois, histoire de regrouper peut-être les réponses. Je propose donc qu'il y ait plusieurs mains qui se lèvent à la fois, histoire qu'on organise la prise de parole. Merci. Donc une ici, s'il vous plaît. Là-bas. La troisième sera en haut. Merci. Merci à vous. Ça va marcher, ça marche. Merci beaucoup pour cet exposé et surtout le support cartographique passionnant. Donc j'ai pris beaucoup d'intérêt à regarder toutes ces cartes. Il y en a une, j'aimerais bien qu'on puisse la revoir, c'était la deuxième diapo, il me semble. C'est celle sur laquelle j'émettrai quelques critiques, les autres m'ayant toutes beaucoup intéressées. Oui, c'était la précédente, juste avant. Voilà. La perception de l'OTAN en Europe orientale et en Eurasie, je trouve que cette carte, enfin je ne sais pas comment elle est conçue, mais telle que je la lis, j'ai l'impression qu'elle est un peu biaisée. Vous parliez par exemple du Monténégro. J'aimerais bien que sur cette carte apparaissent les pays adhérents de l'OTAN. Ça la rendrait peut-être un peu plus perceptible. Et quand vous parliez du Monténégro, c'est justement le fait de sa non-appartenance à l'OTAN qui fait que dès lors qu'on n'est pas dans, on peut se sentir sous la menace d'eux. Et ça ne veut peut-être pas dire que la population du Monténégro était contre, parce que dès lors qu'elle entre dans l'OTAN, elle se retrouve sous la protection d'eux. Voilà, c'était cette carte qui me paraissait un petit peu discutable. On prend peut-être la question suivante tout de suite. Le micro s'est encore endormi apparemment. Je vais essayer de parler fort. Alors, moi j'ai deux questions. La première, elle rejoint la perception. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas une mauvaise perception de ces pays ? C'est-à-dire qu'on les pense comme Sarajevo, mais par exemple, Sarajevo n'est pas la Bosnie-Herzégovine. Donc je pense que tu l'as souligné à un moment donné sur les populismes, etc. On idéalise peut-être aussi, d'une manière imaginaire, cette Europe de l'Est, et on voudrait lui imposer un certain nombre de canons dans lesquels elle ne rentre pas. Là-dessus, ça rejoint une partie du propos qui était... ils ne sont pas rentrés dans l'Union européenne, dans leur tête. Ils ont acquis l'indépendance. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Donc première question, c'est ça. Notre perception par rapport à ces pays sur le plan européen. Puis la deuxième, c'est le rôle de l'OTAN. Parce qu'ils ne sont pas que gentils, a priori, et qu'il y a des actions-réactions qui sont liées aussi à des manœuvres de l'OTAN, qui sont aussi liées... L'OTAN, c'est aussi et surtout les États-Unis d'Amérique. Et il y a aussi une stratégie américaine sur l'Europe, en particulier sur cette Europe des périphéries. Et on voit bien quand même qu'il y a une tentative de liens bilatéraux avec ces pays nouvellement acquis ou rentrés dans l'Union européenne. Et ces pays recherchent et la sécurité de l'OTAN, mais la prospérité de l'Union européenne n'est pas au rendez-vous parce qu'entre-temps, il y a eu la crise de 2008. Donc élargissement sans approfondissement, avec cette question des guerres récurrentes, la Yougoslavie en est une, et la Bosnie-Herzégovine, donc je la recite encore, elle est totalement fractionnée aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un État qui n'est pas un État, en fait. Et là, on est dans ce questionnement qui est ces marges, rôle de l'OTAN dans ces marges, rôle des États-Unis par rapport à une Union européenne qui manque de cohérence et puis qui manque de système de défense. Alors, pardonnez-moi, mais il y a deux questions qui se rejoignent. Oui. Ça commence à devenir tentant d'y répondre oui. un seul coup. Je retiens. En effet, la date de l'enquête et de la publication de ces résultats est antérieure à l'adhésion du Monténégro, d'une part, et d'autre part, il y avait de fortes oppositions sur place, puisque entre monténégrins et serbes au Monténégro, des différences internes importantes. Alors, en effet, et pour rebondir sur ça, là, je me suis, sur cette carte, simplement contenté de reproduire des résultats existants, alors, sans apporter justement l'appartenance. Grosso modo, tous les États, alors, à exception du Caucase, en vert, sont dans l'OTAN, sauf la Bosnie-Herzégovine, ici. Mais l'OTAN y a été présent, et il existe toujours une mission EUFOR-Altea qui, dans le cadre des accords de Dayton, etc. Donc, il y a quand même une présence qui est marquée. Et là aussi, la perception, y compris alors sur une autre enquête, les ressortissants de la Bulgarie, qui pourtant est dans l'OTAN, percevaient l'OTAN comme justement une menace. Parce que justement, accroissement des tensions avec la Russie. Donc
Je rappelle là aussi toujours s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces enquêtes ont été menées, quel échantillon véritable, et puis il y a forcément, puisqu'on joue sur les représentations, des effets de contexte qui sont très forts. Si ça se produit le lendemain de l'annexion de l'Ukraine, les opinions sont sous le choc et on va avoir évidemment des réactions à chaud. Donc c'est simplement pour vous montrer, c'est une image, une photo, un flash de l'opinion à un moment donné. Mais si d'une année sur l'autre on retrouve les mêmes constantes, ça peut être révélateur de choses un petit peu plus profondes. Pour ça, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Toujours prendre des précautions. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est ce type de carte aussi qu'on peut nous montrer à tort ou à travers, en quelque sorte. Et si je pouvais rajouter, oui, en effet, la perception par rapport à l'UE, l'OTAN, dans la plupart des cas, c'était perçu comme un même volet d'un même processus. Le volet militaire pour l'OTAN, le volet politique pour l'UE. Simplement, c'est plus simple, c'est plus facile pour l'OTAN. Souvent, ils adhèrent à l'OTAN avant d'adhérer à l'UE. Et justement, en termes de communication aussi, montrer des troupes américaines ou des troupes alliées qui s'installent, qui modernisent un aéroport, qui installent un nouveau radar, ça se voit tout de suite. Alors que justement, le progrès économique, il est plus lent, il est peut-être moins visible. Et dans certains cas, ça peut se traduire par des réalisations, des grands chantiers, des grands travaux, mais là aussi c'est moins vendeur sur le plan politique. Donc je dirais qu'il y a aussi une dimension sur la manière dont sont exploitées la double appartenance. Dès lors qu'on est dans l'UE, on va avoir l'attitude de critiquer, on nous impose encore ça, on doit encore adapter ça, et encore ça, et encore ça. Alors qu'au niveau de l'OTAN, c'est beaucoup plus simple finalement. Une fois qu'il y a eu mise en compatibilité des matériels. Parfait. Donc une question en haut et une en bas qu'on regroupe concise. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on compare les budgets militaires russes et occidentaux. Le budget militaire russe, c'est 70 milliards. Le combiné entre Europe plus États-Unis, c'est 1000 milliards. Ensuite, la présence de troupes, de bateaux occidentaux dans la mer Noire. Que dirait Trump si la marine russe allait faire des tours dans l'eau golfe du Mexique? Ensuite, il faudrait aussi mettre à jour notre logiciel. L'Union soviétique est morte depuis 30 ans. Et petite chose, c'est que les minorités russes des pays baltes sont muselées. Et Staline n'était pas russe, c'était géorgien. Petite mise à jour. On prend aussi la deuxième question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce que comme le mode de scrutin à l'unanimité au sein du Conseil européen, et donc c'est à l'unanimité, est-ce qu'on retrouve ces incompréhensions Est-Ouest dans les résultats des votes, quels que soient les sujets, que ce soit la défense, la santé ou autre? Comment les pays de l'Est votent par rapport à l'Ouest? Alors, je n'ai pas de statistiques, je vais commencer par votre question. Je n'ai pas de statistiques exactes là-dessus. Ce qu'on avait pu constater, c'est que dès lors qu'il y avait une initiative qui était lancée, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, les États d'Europe centrale et orientale n'ont pas forcément les moyens de proposer une alternative ou n'ont pas les moyens humains de s'investir, donc ils suivent. Lorsqu'il y a eu, par exemple, là dernièrement, lorsque Emmanuel Macron a lancé son initiative en faveur du système spatial européen, il y a eu très rapidement, les Polonais ont accepté, les Estoniens, etc. L'idée, c'est de dire, voilà, nous, on n'a pas des personnels qui sont disponibles forcément pour creuser la législation, pour mettre en place, donc faites et on vous rejoint. Il y a les principaux blocages qui ont eu lieu, paradoxalement, viennent de certains États, d'anciens États membres, comme la Grande-Bretagne, qui s'opposaient notamment par rapport à la mise en place du pacte budgétaire. Lorsqu'on a proposé un pacte budgétaire, il y a un seul État d'Europe centrale qui n'a pas voulu, c'était la République tchèque. Voilà. Donc les autres, on propose, on explique, on suit. Et il y a cette dynamique qui n'est pas de la passivité, mais de dire un petit peu au couple franco-allemand, on sait que ça repose en partie sur vous, vous avez les moyens, vous êtes le moteur, amorcez la pompe et on suit. On suit et dès lors qu'on en est capable, qu'on en a les moyens, qu'on met en place nos petites structures, on peut suivre. Mais il n'y a pas d'opposition systématique, au contraire, ils sont sur une volonté, je dirais, leur intégration, ce n'est pas synonyme d'alignement, mais c'est aussi perçu un peu comme une forme de solidarité.
et je dirais aussi justement d'adopter des positions communes. Donc ils sont plutôt conciliants là-dessus, dès lors qu'ils sont écoutés et pris en compte. Voilà. En ce qui concerne ensuite, alors l'autre question, bon, il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus, mais là aussi les représentations sont toujours présentes. Dans les représentations de la guerre froide, on représentait de côté américain l'URSS comme une menace, en rouge et avec des flèches en direction de l'Europe orientale, de l'Asie du Sud, de l'Asie de l'Est. Et vu depuis l'Union soviétique, eh bien, on représentait les bases militaires américaines au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, avec la question qui menace qui. Les représentations sont très fortes, et ça, on ne peut pas les changer du jour au lendemain. Prise de parole, une là. Il y en aura d'autres par là-bas. Non. Oui, qu'en est-il aussi donc, de la nostalgie impériale? Alors évidemment, en Russie, c'est le fonds de commerce de Poutine, mais de la part des peuples d'Europe de l'Est, en particulier avec le film Goodbye Lénine, enfin, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, oui, alors je ne sais pas s'il y a vraiment une nostalgie. Alors, il y a quelques signes, après quelle importance leur donner. En Lettonie, par exemple, à partir de 2007-2008, on a vu fleurir les emblèmes de Saint-Georges. C'est des petits rubans orange et vert, je crois, que les gens accrochaient, alors soit à leur tenue le jour du 9 mai pour aller apporter des fleurs au monument des soldats soviétiques qui étaient tombés pour la libération, ou sur les voitures, donc des signes un petit peu comme ça, de solidarité. Après, est-ce que ça veut pour autant dire que c'est de la nostalgie impériale? Est-ce que c'est simplement un signe identitaire, je dirais, pour se différencier en tant que minorité dans un pays qui, justement, ne reconnaît pas pleinement le statut de minorité aux populations russes? Et il y a de telles différences au sein même de ce groupe, on va dire, des Russes ou des russophones, déjà. Qu'est-ce qui est le plus adapté? On a des citoyens de la Fédération de Russie. On a des gens qui sont de langue russe, mais qui n'ont pas forcément d'attache, de lien avec la Russie. On a des gens qui, à la maison, parlent russe, mais le reste du temps parlent letton. Éventuellement, qui, au contraire, ont fait le choix de l'intégration pleine et entière, de mener le processus de naturalisation à son terme et de devenir des citoyens à part entière. En Lettonie, cette fois, aux dernières élections législatives, c'est le parti du centre de l'harmonie russophone qui est arrivé en tête une nouvelle fois. Donc ils ont accepté de se fondre dans le système et d'accepter le système politique letton. Pour autant, ce n'est pas eux qui vont diriger le gouvernement, puisque le système letton fait qu'il faut une majorité, donc il va y avoir une coalition, et aucun des partis nationaux lettons ne souhaite diriger avec cette formation russe qui est pourtant arrivée en tête du scrutin. Donc on va avoir à nouveau un gouvernement de coalition qui laisse à l'écart ce parti pourtant arrivé en tête. Si le système électoral avait été différent, avait été un système français, vraisemblablement le Premier ministre letton aujourd'hui serait un russophone. Une question qui a émergé ici. J'aurais voulu savoir si vous pouviez apporter des précisions sur les raisons qui expliquent que la Roumanie et la Bulgarie ne sont pas dans l'espace Schengen. Merci. Alors, c'est toujours délicat dans la mesure où il y a les raisons officielles et il y a les raisons officieuses. Il y a ce qu'on ose dire et ce qu'on n'ose pas dire. Théoriquement, les deux États sont prêts. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place le système Schengen, c'est pas seulement des contrôles uniques, mais c'est l'accès à un fichier, notamment des personnes qui sont interdites de séjour ou qui ont été condamnées à plusieurs reprises. La principale raison, pour faire simple, c'est la crainte de voir se développer de nouvelles routes migratoires. Donc, la crise des migrants, on a vu les migrants passer de la Turquie à la Grèce, traverser les Balkans. La Bulgarie, sans être dans Schengen, a décidé de renforcer sa frontière sud. Ils ont construit un mur à la frontière turque. Donc c'est aussi bien. Alors là aussi, est-ce qu'on construit le mur parce qu'on n'aime pas les Turcs? Ça, bon. Ou est-ce qu'on les fait au motif qu'il pourrait y avoir des migrants? Là aussi, c'est difficile à dire. Et il y a eu quelques arrivées par la mer Noire qui ont été comptabilisées dans les statistiques de Frontex, mais c'est rien du tout. Simplement, on dit, est-ce que si ces deux États faisaient partie de l'espace Schengen, ça ne créerait pas un appel d'air et ça détournerait des flux migratoires qui passent à travers la mer Égée, et qui sont quand même surveillés. On a des patrouilles ici de l'agence des gardes-côtes et la mise en place des hotspots sur les îles grecques. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux les laisser en dehors le temps que ça se calme? En tout cas, c'est une hypothèse. Après, ce ne sont pas les grands pays de l'Ouest qui ont mis leur veto, mais il y a eu, je crois, qu'un veto des Pays-Bas et un veto de la Finlande. Alors, voilà, là aussi, est-ce que c'est pour des raisons nationales ou autres? Là, c'est plus délicat à dire. C'est surtout
pour tout ce qui est le contenu, hein, la coopération policière, l'accès aux fichiers Schengen, c'est déjà effectif. Mais simplement, il y a encore un blocage de se dire, ça y est, ils vont être dedans pleinement. Alors, c'était valable, je dirais, il y a encore 10 ans, quand il y a eu des arrivées. Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Je pense que c'est un débat qui a été dépassé. Et puis il y a de fait la libre circulation des travailleurs, puisque donc il y a eu des clauses de sauvegarde pendant 2 ans, 3 ans, donc, qui ont été mises en place. Il y en a encore à l'égard des travailleurs croates. Hein, le marché européen n'est pas totalement ouvert aux travailleurs croates. Je crois qu'il faut attendre c'est 7 ans après l'adhésion, ou 8 ans. Donc d'ici 2020-2021, il reste 4 ou 5 États qui n'ont pas totalement ouvert aux travailleurs croates, mais c'est programmé, cette ouverture. Je ne sais pas s'il reste une ultime prise de parole, sinon je m'arrogerai le privilège d'une dernière question, la toute dernière, concernant notamment ces pays de l'entre-deux, pour revenir à ce concept géographique qui nous tient à cœur, et avec l'Est-Ouest, on est pleinement dans cette notion. Je vais me souvenir d'un terme de Milan Kundera, l'opposant tchèque, qui évoquait ces territoires comme ces territoires qui ont fait l'expérience historique de leur anéantissement, qui peuvent encore le faire et qui en ont une conscience permanente. De fait, dans la plupart des territoires que vous avez décrits, on a cette présence d'une instabilité interne. Finalement, on a beaucoup vu de facteurs externes, de positionnement vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi des facteurs internes. On a évoqué à plusieurs reprises la situation des populations russes minoritaires dans les États baltes. On n'est pas revenu peut-être sur la présence de ces fameuses enclaves, États, quasi-États autoproclamés qui émaillent les marges les plus orientales du territoire. Est-ce que finalement on n'est pas dans cette réalité sociale qui est ce rappel permanent de la fragilité, voire du risque de destruction, mais pas cette fois-ci fantasmé, mais par des facteurs d'instabilité récurrents, historiques? Tout à fait. Milan Kundera avait justement dit qu'il était originaire d'un petit pays, et quand on lui demandait c'est quoi un petit pays, il dit c'est un pays qui n'oublie jamais qu'il peut disparaître. Et peut-être, là aussi, hein, ces craintes, alors ça peut concerner des pays, ça peut concerner des groupes humains, là aussi ça interroge sur peut-être des aspects incomplets de certaines constructions nationales, sur l'histoire, sur le temps, soit de l'histoire accumulée dans les Balkans, soit du temps qui manque, parce que là aussi, pour un État... Pour terminer sur le Monténégro, c'est un État qui n'a qu'une dizaine d'années d'existence en tant qu'État. Donc construire une identité, construire une symbolique nationale, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande de la pédagogie, ça demande de grands efforts, alors que justement, certains États sont des constructions encore incomplètes, je dirais. Et donc il y a d'autres idéologies, d'autres idéaux, d'autres références. Hein. Être serbe au Monténégro, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir dorénavant monténégrin et non plus serbe? Là aussi, c'est un processus à la fois collectif et qui engage les individus. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces éléments de débat. Et très bonne fin de festival à tous. Merci.